Bonjour maître, Léo Fasnakel, merci beaucoup pour cet entretien, inédit. Je rappelle que vous êtes, avocat de la RDC en Belgique, que vous êtes co-signataire de la plainte qui a été déposée contre Apple, à Bruxelles notamment. Maître, en Europe, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont les principaux marchés, d'Apple avec des ventes solides. La Belgique ne figure pas, sur le podium. Pourquoi alors avoir choisi spécifiquement de porter plainte, en Belgique? Alors, c'est une action qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche mise en place par un collectif d'avocats. Il y a un travail d'analyse au niveau stratégique qui a été fait par rapport aux différents États dans lesquels on était susceptible de pouvoir déposer cette plainte. Et il est apparu, suite à cette analyse, que la Belgique était un État très adapté pour le dépôt d'une action de ce type. D'abord, pour une raison que vous devinez symbolique, évidemment. C'est pas à vous que je vais expliquer le passé colonialiste belge qui nous fait penser que la Belgique, finalement, a une espèce de devoir moral d'agir pour mettre fin à la situation qui existe actuellement dans l'Est du Congo. On y reviendra plus tard. Donc il y a une dimension symbolique, mais ce n'est pas la principale. C'est qu'il y a une analyse aussi sur le plan juridique. Et il se trouve que le système belge, notamment le droit pénal belge, est relativement bien adapté au dépôt d'une plainte qui permet d'engager la responsabilité d'une entreprise telle que Apple, ou en l'occurrence la filiale belge d'Apple en Belgique. Donc c'est avant tout le fruit d'une analyse juridique des différents systèmes qui nous a conduit à déposer ici en Belgique. Justement, vous parlez de la particularité du système belge. Dans un communiqué d'ailleurs du ministère de la Justice de la RDC, on découvre qu'en France, une plainte a été déposée, mais c'était devant le parquet de Paris, donc en France. En revanche, en Belgique, c'est une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction. Quelle est la différence entre ces deux procédures-là? Pouvez-vous nous parler un peu plus de cette constitution de partie civile? Alors ce sont simplement des différences d'ordre procédural, c'est-à-dire qu'en France, il vaut mieux passer d'abord par le procureur de la République avant d'envisager une constitution de partie civile. En Belgique, c'est un petit peu différent. On pourrait passer par le parquet en premier lieu, mais le problème, c'est qu'on n'a aucune garantie qu'une enquête sera effectivement ouverte. C'est un pouvoir qui appartient exclusivement au procureur du roi. L'intérêt en Belgique de se constituer partie civile auprès d'un juge d'instruction, c'est qu'on a la garantie qu'une enquête va être ouverte immédiatement et que donc des actes d'enquête vont être posés. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi l'option de la constitution de partie civile en Belgique. Vous avez, en tant qu'équipe, internationale des avocats de la RDC, vous avez écrit à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, concernant les minerais des conflits. Quelle a été votre demande au sujet de la chaîne d'approvisionnement de ces minerais et quelles sont vos attentes? Alors nos attentes par rapport à l'Europe, c'est que l'Union européenne revoie sa position, notamment par rapport aux accords qu'elle a pris récemment avec l'État rwandais. Nous Vous en avez reparlerons probablement effectivement, vu, oui. voilà, il y a un accord de partenariat qui a été signé récemment et qui, selon nous, relève d'une certaine forme d'hypocrisie, puisque si vous voulez, le Rwanda a un rôle évidemment dans la problématique que nous dénonçons, puisque vous avez une quantité importante de minerais issus des mines congolaises qui sont frauduleusement transférés vers le Rwanda, donc qui passent de manière illégale la frontière et qui sont étiquetés dans l'État rwandais comme étant des minerais non seulement issus de mines validées, issus de mines propres, mais en plus issus de mines rwandaises et qui sont ensuite exportés à travers le monde entier, ce qui rapporte, vous l'imaginez, beaucoup d'argent en droits d'exportation à l'État rwandais, qui finalement se rend coupable, complice indirectement du financement des groupes rebelles qui agissent en RDC. Et donc, notre démarche, notre objectif en écrivant à la Commission européenne, c'est d'attirer l'attention de l'Union sur ce double discours finalement qui est celui de l'Union dans, d'une part, la dénonciation de crimes qui sont commis en RDC et d'autre part, des accords de partenariat qui sont conclus avec le Rwanda. Il y a pour nous un double discours qui doit être revu parce que ce n'est pas entendable dans l'état actuel des choses.
Je rappelle pour ceux qui nous regardent que le Rwanda a été, élu le premier pays, exportateur, de coltan, donc ça pose question justement de ce chaîne de blanchiment, au sein de ce pays. Votre collègue maître, Christophe Marchand a déclaré qu'il avait déjà été prouvé que les fournisseurs, d'Apple s'approvisionnent, dans des zones de conflit. La prochaine étape consiste, dit-il, à prouver qu'Apple est informé de cette situation. Qu'avez-vous aujourd'hui comme, élément de preuve pour démontrer cela? Alors écoutez, c'est relativement simple. Apple est l'une des multinationales les plus riches du monde. Elle est leader du marché des smartphones et de d'autres produits technologiques. C'est une entreprise qui fait des dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Il est impossible pour nous d'entendre dire qu'Apple n'a pas les moyens de s'informer sur la réalité des conditions d'extraction des minerais 3T, donc les minerais du tantal, du tungstène et de l'étain, dans l'état actuel des choses. Nous avons dans notre plainte documenté minutieusement une série de rapports, et vous en avez, et ça fait des années que ces rapports sont publiés, des rapports d'ONG, des rapports d'organisations internationales comme l'ONU, qui démontrent qu'il y a un problème massif dans les conditions dans lesquelles ces minerais sont extraits. Et donc, à nos yeux, il est impossible, quand vous voyez Apple qui dispose d'équipes de communicants très élaborées, vous voyez le marketing, on en reparlera peut-être, développé par Apple, c'est inentendable pour nous qu'une entreprise comme Apple vienne dire qu'elle ne savait pas ou qu'elle ne pouvait pas savoir. Donc ça fera évidemment l'objet d'une discussion sur le plan juridique, mais nous sommes très confiants par rapport à l'issue de cet élément-là. En parlant de la confiance, maître, en mars 2024, une cour fédérale américaine a rejeté un procès visant à tenir pardon, Apple pour responsable du travail des enfants dans les mines de cobalt. Selon le juge de la cour, je cite, l'achat d'une quantité indéterminée de cobalt via la chaîne d'approvisionnement mondiale ne constitue pas une participation à une entreprise. Réellement, quelles sont les chances? Alors, nous, on parle de minerai 3T hein, pour la plainte, là, mais quelles sont les chances pour que votre plainte aboutisse en Europe? Êtes-vous confiant, justement, quand vous dites il y a un Alors oui, risque? on est confiant, d'abord parce que quand on introduit une plainte en justice, bah, il faut évidemment avoir la foi et aller jusqu'au bout du combat. On a des outils juridiques, notamment en droit pénal belge, qui, selon nous, permettent d'obtenir une condamnation d'une entreprise comme Apple. Alors évidemment, c'est une action qui est relativement inédite, en tout cas en Belgique. Je n'ai pas, à ma connaissance, souvenir qu'une multinationale de l'envergure d'Apple ait été attaquée au pénal de cette manière. Donc évidemment, on n'a pas beaucoup de précédents sur lesquels s'appuyer, mais on a développé un argument juridique qui, selon nous, tient la route, notamment par rapport à la responsabilité d'Apple dans le fait de commercialiser sur le territoire belge des appareils dont, je me répète un petit peu, mais dont elle ne peut ignorer qu'ils contiennent certainement des minerais de conflit, des minerais de sang. Et donc, sur le plan juridique, évidemment, une enquête va être menée par les autorités belges et il y aura des auditions, il y aura des enquêtes qui seront probablement menées à l'étranger. Comme vous l'avez dit, il y a une plainte qui a été déposée également en France, donc on espère qu'il y aura une coopération judiciaire qui sera mise en place entre les autorités françaises et les autorités belges, mais nous avons réellement bon espoir d'aboutir à un résultat satisfaisant. Et alors, je ne vais pas commenter les actions aux États-Unis, puis je ne suis pas du tout spécialiste du système américain, mais sur le plan vraiment de l'arsenal juridique, je pense qu'on est mieux armé en Europe pour ce type de dossier, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles il a été choisi de déposer plainte en Europe et non pas aux États-Unis. Très bien. D'ailleurs, votre plainte, maître, a suscité beaucoup d'espoir auprès de la société civile et des victimes, mais aussi beaucoup d'interrogations. Concrètement, maître, si Apple est condamné, qu'est-ce que cette condamnation apportera aux victimes qui subissent quotidiennement les violences dans ces zones d'extraction de minerais à l'est de la RDC? Alors écoutez, si Apple est condamné, ça va avoir un effet tremblement de terre pour l'ensemble du monde de la tech, puisque nous avons décidé de cibler Apple euh, comme première étape de cette salve judiciaire, parce que c'est l'entreprise qui
d'abord fait un chiffre d'affaires extrêmement important, parmi les plus importants au niveau mondial, et qui développe un marketing sournois, hypocrite. Je pense qu'il n'y a pas d'autre société qui met tellement en avant les valeurs de respect des droits humains, des valeurs de respect des conditions dans lesquelles tous les acteurs de sa chaîne d'approvisionnement travaillent. Mais nous avons signalé lors de notre conférence de presse il y a une semaine que Apple n'est évidemment pas la seule concernée. D'autres entreprises sont impliquées dans cette problématique et vous imaginez bien, si nous obtenons une condamnation, ça va avoir des répercussions majeures sur le plan financier pour toutes les entreprises impliquées dans la commercialisation de ces minerais. Et donc, notre espoir, et c'est l'espoir de notre mandante, la République démocratique du Congo, c'est d'aboutir in fine à la fin de ce conflit qui ravage l'Est du Congo depuis presque 30 ans maintenant. Et donc, nous espérons que cette chaîne criminelle d'approvisionnement soit totalement détruite. Apple a réagi d'ailleurs suite à votre plainte dans un communiqué en disant qu'il avait déjà suspendu un peu plus tôt dans l'année ses approvisionnements en minerais en provenance de la RDC. Quelle est votre réaction par rapport à ce communiqué? Alors, on a une réaction qui est dans un premier temps d'accueillir évidemment toute initiative qui serait de nature à responsabiliser les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en minerais 3T. Donc, on accueille toute initiative qui est de nature à améliorer les choses. D'autant plus que, à ma connaissance, c'est la première fois qu'une entreprise de l'envergure d'Apple reconnaît publiquement qu'il y a un problème et qu'il faut travailler à ce problème. Maintenant, il y a un gros mais, vous vous en doutez bien, on reste extrêmement prudent, pour ne pas dire méfiant par rapport à cette annonce, pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que toutes les entreprises de la taille d'Apple disposent évidemment d'équipes de communicants spécialisés en communication de crise. Et donc, une des règles d'or en matière de communication de crise, lorsque vous avez un événement médiatique de l'ampleur du dépôt de notre plainte, c'est évidemment d'éteindre le feu le plus vite possible en faisant une annonce. Et donc, vous avez ce communiqué. Moi, j'attends de voir si l'annonce qui est faite va être suivie des faits. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je ne sais pas si vous avez lu le communiqué d'Apple de manière détaillée, il est extrêmement alambiqué. C'est-à-dire qu'Apple nous dit, plus tôt dans l'année, donc d'abord, premièrement, elle conteste fermement toute responsabilité, ça c'est une... Mais elle affirme aussi qu'il y avait quand même des minerais qui viennent de ces conflits, de Voilà, ces conflits. voilà. Dans un deuxième temps, elle dit, mais nous avons plus tôt dans l'année pris des mesures, notamment en demandant à nos fournisseurs de stopper. Parfois, il est mis suspendre, ça dépend de la source, que ce soit Reuters ou une autre source, mais donc stopper ou suspendre l'approvisionnement en minerais issus du Rwanda ou de la RDC. Et donc, jusqu'à présent, ça signifie quoi? Ça signifie qu'Apple a fait une demande. On ne sait pas si cette demande a été suivie des faits, on n'a aucune information par rapport à ça. Et puis, il y a un autre élément qui me paraît quand même assez étonnant, c'est que Apple annonce avoir fait cette demande plus tôt dans l'année. Je rappelle que nous avons fait une mise en demeure en avril dernier et que cette mise en demeure a eu pour seule réaction d'Apple de nous renvoyer vers une communication générale, globale, encore une fois, vers ce marketing un peu dans le style greenwashing, social ethic, etc. C'est-à-dire de dire, ben non, on vous renvoie à nos déclarations générales, nous n'avons rien à nous reprocher. En réalité, ce communiqué-là est très surprenant puisque c'est ça qu'ils auraient déjà dû nous répondre en fait en avril dernier. Donc on a l'impression quand même qu'on nous balade un petit peu. Donc moi j'attends de voir dans les faits concrètement ce qui va être mis en œuvre par Apple pour mettre fin aux faits qui sont dénoncés dans la plainte que nous avons déposée la semaine dernière. Donc vous n'êtes pas surpris de la réponse d'Apple en réalité? Non, on n'est pas surpris du tout. Non. D'après la Banque mondiale, près de 10% de la population congolaise dépend directement ou indirectement de l'exploitation minière en RDC. Ne craignez-vous pas, maître, que votre plainte puisse se traduire par une stigmatisation, voire un boycott même des minerais du Congo, ce qui serait un coup dur en réalité pour ces populations? Alors ça,
Si vous voulez, c'est un argument qu'on entend régulièrement et qui est d'ailleurs l'argument numéro un des entreprises qui sont liées à la commercialisation de ces minerais, qu'il s'agisse des négociants sur place, des entreprises d'exportation, des fonderies, raffineries. Moi, j'entends évidemment cet argument, mais si vous voulez, on ne peut pas mettre fin à une injustice en continuant de recourir à des infractions, à un système frauduleux. Donc, si vous voulez, bien sûr qu'il va y avoir un impact, si nous arrivons au bout des choses, il va y avoir un impact sur les populations locales, mais l'idée générale, c'est que ces populations locales soient payées d'abord, en premier lieu, pour les richesses qui abondent dans le sol congolais. Je veux dire, les infractions que nous dénonçons à la source de l'extraction, c'est quoi? C'est du travail forcé, c'est du travail des enfants, et donc c'est à ça que nous voulons mettre fin. Nous voulons que chaque minerai qui est extrait du sol congolais revienne, soit évidemment mis sur le marché, mais qu'une partie substantielle des ressources financières qui en sont la contrepartie reviennent à la population qui extrait ce minerai dans des conditions qui sont extrêmement dangereuses. Donc, moi, j'entends cet argument, mais il faut se dire que la première étape, c'est de mettre fin aux infractions. La deuxième étape, c'est de mettre en place un système qui permette une rétribution juste et cohérente des populations qui sont à la source du travail fourni pour l'extraction de ces minerais. Une dernière question avant de conclure cet entretien. Comment le public qui nous regarde peut-il vous soutenir dans cette longue bataille judiciaire qui va débuter? Ben là, le soutien, il passe par évidemment une responsabilisation aussi du consommateur final. Alors évidemment, c'est très compliqué parce que les minerais de sang ont vraiment contaminé toute la chaîne d'approvisionnement des appareils électroniques. Donc le problème, c'est que c'est très difficile aujourd'hui de boycotter une marque et pas une autre parce que voilà, beaucoup d'entreprises sont concernées. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que le public s'informe, lise, se documente sur les conditions inhumaines dans lesquelles ces minerais sont extraits, s'informe sur la situation dans l'est du Congo, sur le conflit qui ravage ce magnifique pays depuis 30 ans. On parle enfin, voilà, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais ce sont la situation humanitaire sur place, elle est réellement problématique. Elle est dénoncée par de multiples rapports de l'ONU depuis des dizaines d'années. Et donc, je pense que finalement, une manière de nous soutenir, ce serait de s'informer. Voilà, de lire les médias qui rapportent l'information, de se conscientiser finalement sur l'impact en termes de droits humains de chacun de nos gestes de consommation au quotidien. Je pense que ça, c'est l'étape numéro un, c'est l'information, c'est primordial. Maître Léo Fasnakel, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes avocat de la RDC en Belgique notamment et que vous avez déposé plainte contre Apple devant un juge d'instruction à Bruxelles. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous, merci pour votre travail. Au revoir. Au revoir.